Des fois, quand on fouille dans les vieilles archives, on tombe sur bien plus qu'une simple liste de noms. On découvre des histoires de courage, des histoires de persévérance. Aujourd'hui, justement, on va plonger dans l'histoire d'une famille québécoise du début du 20e siècle. Une histoire qui commence par une perte immense, mais qui au final est surtout définie par une force de caractère hors du commun. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On est en 1923. Essayez d'imaginer Adèle Ouellette, une mère de famille dont le monde est sur le point de s'écrouler de la façon la plus brutale qui soit. Et c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Quand on fait face à une tragédie qui mettrait à terre la plupart des gens, comment on fait pour trouver la force de continuer? L'automne 1923, c'est un véritable cauchemar pour cette famille. Le 30 octobre, Adèle perd son mari, François-Xavier. Moins d'un mois plus tard, c'est son beau-père qui s'éteint. Et comme si ce n'était pas assez, le jour de Noël, c'est sa belle-mère qui décède. En 2 mois à peine, 3 piliers de la famille disparaissent. Le défi qui se dresse devant Adèle est juste colossal. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de ces défis, il faut faire un petit retour en arrière, avant toute cette tragédie, pour voir la vie qu'Adèle et François-Xavier s'étaient bâtis ensemble. Alors, on est en 1903 à Saint-Ulrich. Lui a 26 ans, elle en a juste 19. Ils se marient. C'est le début d'une vie de travail acharnée sur la terre, bien sûr, mais c'est aussi le début d'une très, très grande famille. Et cet héritage-là, il est important. La famille Levasseur avait des racines profondes, comme on peut le voir avec leurs armoiries. Ils n'étaient pas juste en train de bâtir une ferme, ils assuraient la continuité d'une lignée. Et quelle famille! 11 enfants en 18 ans. 11! Bon, il y a eu la petite Blanche Augustine qui est décédée en bas âge, une réalité tristement fréquente à l'époque. Mais quand même, on peut facilement imaginer une maison pleine de vie, pleine de bruit, mais aussi une responsabilité absolument énorme. OK, on vient en 1923. La tragédie frappe. Et pour Adèle, ce n'est pas seulement le choc et le deuil. C'est aussi un fardeau juridique et financier qui lui tombe dessus d'un coup. 10. Ce chiffre-là, il est frappant. À 39 ans, Adèle est veuve, avec 10 enfants à sa charge. Le plus vieux a 18 ans et la plus jeune, Marguerite Marie-Juliette, c'est un bébé de quelques mois. Et elle est seule pour élever tout ce monde dur. Et c'est là que le testament de François-Xavier devient vraiment intéressant. Les mots qu'il utilise montrent une confiance absolue en sa femme. Il ne fait pas que lui laisser ses biens, il lui confie carrément l'avenir de toute la famille. Le poids sur ses épaules à ce moment-là, c'est difficile à imaginer. Et il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, là. Dans le Québec rural des années 20, les femmes mariées avaient très peu de droits. Légalement, elles étaient sous la tutelle de leur mari. Alors devenir veuve et hériter d'une ferme, c'était une situation extrêmement rare, pour ne pas dire exceptionnelle. Adèle n'héritait pas juste d'une terre, mais d'une responsabilité totale dans un monde qui, à la base, ne lui accordait que très peu de pouvoir. Alors, comment Adèle a-t-elle fait pour s'en sortir? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que les recensements officiels nous permettent de suivre sa transformation. Ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte, c'est documenté, noir sur blanc. Regardons d'abord le recensement de 1911. La structure est hyper classique. François Clavier est le chef de famille, Adèle est son épouse, et ils ont leurs 3 premiers enfants. C'est le portrait typique d'une jeune famille qui commence sa vie. 10 ans plus tard, en 1921, à peine 2 ans avant sa mort, la famille a pas mal grandi. Il y a maintenant 9 enfants qui vivent sous leur toit. François-Xavier est toujours officiellement le chef de ce grand ménage. Et maintenant, le grand saut. Recensement de 1931. C'est ici que le changement est le plus spectaculaire. Adèle, qu'on désigne encore comme Madame François Levasseur, est maintenant inscrite comme propriétaire de ferme. Ce n'est plus l'épouse dans l'ombre du chef, c'est elle, la chef. Et ses fils, ils sont ses aides fermiers. Elle a officiellement pris les rênes. Et son travail de cultivateur, il faut comprendre ce que ça voulait dire à l'époque. C'était une agriculture de subsistance. Pas de tracteur, pas d'électricité, pas d'eau courante. C'était un labeur physique, éreintant. Elle, avec ses enfants, ils ont travaillé la terre à la seule force de leurs bras pour passer à travers la Grande Dépression puis les années de guerre, en assurant non seulement leur propre survie, mais l'autonomie complète de la ferme. Et toute cette détermination, eh bien, ça a eu un impact qui dure encore aujourd'hui. La ferme qui aurait très bien pu être perdue après le drame est devenue le socle de l'héritage familial pour les générations qui ont suivi. Regardons un peu le parcours de cette terre. En 1923, Adèle en prend le contrôle. Elle va la gérer seule pendant 35 ans. 35 ans. Puis, en 1958, elle la vend à son fils Adrien pour s'assurer qu'elle reste dans la famille. 10 ans plus tard, Adrien la cède à son tour à son frère Francis. Et le point le plus important, la ferme est encore aujourd'hui dans la famille Levasseur. C'est ça, un héritage qui se transmet. C'est comme ça qu'on la décrit dans les sources et les mots sont tellement justes.
Pionnière parce qu'elle a ouvert un chemin complètement inattendu pour une femme de son temps, et femme de tête parce qu'il fallait avoir une volonté de fer pour accomplir tout ce qu'elle a accompli. Son histoire se termine en 1967. Adèle s'éteint à 83 ans. Elle n'a pas seulement survécu à l'impensable, elle a prospéré, elle a assuré l'avenir de ses 10 enfants. Être restée l'unique propriétaire de sa ferme pendant plus de 3 décennies, c'est un testament incroyable de force et de courage. Et toute cette histoire, ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire d'Adèle, on l'a redécouverte grâce à des archives qui prenaient la poussière. Alors, on peut se demander, dans nos propres histoires de famille, combien de pionniers, combien de femmes de tête comme elle attendent simplement que quelqu'un prenne le temps de raconter leur histoire.